Oui, alors moi je voudrais revenir sur l'énoncé tel qu'il est, c'est-à-dire que faut-il savoir pour agir vertueusement. Hmm. Alors comme tu l'as très bien dit, on ne dit pas qu'est-ce que c'est que la vertu, ou bien comment connaître la vertu, mais comment agir vertueusement. On parle d'agir vertueusement. Hmm. C'est-à-dire que c'est l'action vertueuse qui va être jugée, pas forcément le concept de vertu. Hmm. Et puis, je trouve qu'il y a une ambiguïté, ou tout au moins il y a un vrai problème sur la question de lier le savoir avec agir vertueusement, c'est-à-dire lier le savoir avec l'action vertueuse. À partir d'un énoncé comme ça, qui peut être un énoncé de dissertation, on va nous demander d'identifier s'il y a une tension. Enfin, on va même, même nous demander de définir une tension, une disjonction entre savoir et vertu. Savoir et action vertueuse. Hmm. Euh, alors, une première problématique, ce serait de dire que faut-il d'abord, que faut-il savoir pour agir. Alors, que faut-il savoir, quel lien y a-t-il entre le savoir et l'action vertueuse? Et il y a deux façons de répondre à la question, enfin de chercher à y répondre. C'est euh, lister les éléments de savoir qui sont nécessaires à l'action vertueuse. Et là, on va voir s'il y a beaucoup d'éléments de savoir nécessaires. Et puis, une autre façon de répondre, c'est de dire il n'y a pas besoin de savoir pour agir vertueusement. Et dans la première interprétation de l'énoncé, il n'y a pas de tension. C'est-à-dire qu'on nous demande, c'est presque une question de cours, on va nous demander d'énoncer tout ce qu'il faut savoir si on veut faire une action vertueuse. Dans l'autre approche, on se pose la question, est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait la mobilisation d'un savoir, la mobilisation d'une certaine forme de connaissance pour pouvoir agir vertueusement, auquel cas on ne peut pas agir vertueusement si on ne mobilise, si on mobilise aucune connaissance. Ça veut dire on ne peut pas agir naturellement par instinct. Hein, il faut qu'il y ait une connaissance. Et là où on complexifie encore la problématique, c'est que si on dit on peut très bien agir on peut très bien agir vertueusement par instinct, on va se poser la question est-ce que c'est vraiment un instinct ou est-ce que c'est une connaissance implicite, une connaissance façon réminiscence platonicienne. Bon. Donc, moi, il me semble que la problématique, la tension, c'est peut-on agir vertueusement sans mobiliser de connaissances? D'un côté, on peut le faire, et là, on va dire que euh, on va trouver tous les arguments pour défendre la thèse sur laquelle on peut faire une action vertueuse sans savoir rien du tout, quasiment. D'un autre côté, on va étudier la thèse comme quoi il est absolument indispensable de connaître un certain nombre de choses pour agir vertueusement. Et là, bah, effectivement, dans toutes les rubriques que tu as énumérées, on trouve des arguments d'un côté et des arguments de l'autre. Alors, si on dit d'un côté, que faut-il savoir pour agir vertueusement? Ben rien du tout. On n'a rien besoin de savoir pour agir vertueusement. Il va falloir définir la vertu. Et la vertu, ça peut pas être vu comme ça peut pas être une vertu définie façon Platon, puisque Platon dit que pour
dit que la vertu, c'est faire le bien. Agir vertueusement, c'est agir en direction du bien, c'est produire du bien. Et que pour produire du bien, il faut forcément le connaître. Bon. Donc, de ce point de vue-là, pour Platon, il y a quasiment une équation unilatérale, c'est-à-dire que pour agir vertueusement, il faut savoir très exactement ce que c'est que le bien. Alors après, voilà, comment peut-on arriver à savoir c'est le bien? Ça me paraît être donc deuxième niveau d'explication. À l'inverse, enfin à l'inverse, je dirais différemment, chez Aristote, puisque comme tu l'as très bien dit, on n'est pas dans la connaissance, mais dans la pratique, dans la praxis. C'est-à-dire que là, agir vertueusement pour Aristote, ça n'est pas faire une démarche intellectuelle qui va nous permettre justement d'accéder à un savoir qui nous donne les clés de la vertu, mais c'est alors c'est une autre forme de savoir. Quand on dit il n'y a pas un savoir, c'est une autre forme de savoir. C'est un savoir pratique. Hein, c'est pas un savoir intelligible, comme celui de Platon. C'est un savoir pratique. C'est de l'activité de savoir-faire. C'est pas un savoir, c'est un savoir-faire. Et alors que chez Platon, pour agir vertueusement, on doit connaître la véritable nature du bien intelligible. Pour Aristote, on doit être capable de savoir comment on va doser l'excès et le défaut. C'est-à-dire que pour chaque action, qu'on va entreprendre vis-à-vis d'autrui, mais aussi vis-à-vis de soi-même, on a deux extrêmes possibles. L'extrême si on prend le courage, il y a le courage extrême, hein, qui est la témérité, et puis le courage complètement en défaut, qui est la lâcheté. Et donc le savoir, ça va être le savoir qui va déterminer la vertu, ça va être comment est-ce que je vais savoir à quel niveau moyen je vais voir. Voilà. Donc, il y a deux façons d'envisager le savoir. C'est le savoir, alors, Kant dirait transcendantal, hein, Platon, c'est intelligible, et puis le savoir pratique. Bon. Donc, la tension qu'on avait imaginée au début en disant c'est pas la peine de savoir quand on est aristotélicien, en fait c'est une autre forme de savoir. Donc il faut toujours, si on regarde déjà les grands domaines platoniciens, les grands domaines aristotéliciens, il faut avoir du savoir pour agir vertueusement, mais ce n'est pas le même savoir. Alors, pour Cicéron, lui, il fait un peu la synthèse entre les deux, mais bon, il est quand même un petit peu plus du côté d'Aristote que du côté de Platon. Chez Cicéron, on retrouve l'idée de l'unité des vertus, mais une idée qui n'est pas absente, hein, déjà ni chez Aristote ni chez Platon, à savoir que lorsque Aristote décline toutes les vertus, le courage, la bienveillance, la tempérance, etc., la justice, il définit l'excès et il définit le défaut, et il dit la vertu, c'est au milieu de la médiété. Chez Cicéron, il y a une synthèse, c'est-à-dire que une synthèse qui regroupe autour des quatre vertus qui sont la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Et la vertu, c'est les exercer tout en même temps. Alors, bon, Aristote le dit aussi,
Platon le dit aussi, mais pour eux, me semble-t-il, ça reste un point d'interrogation, c'est-à-dire, est-ce que pour être vertueux, il faut les avoir toutes? Est-ce qu'on peut être courageux sans être juste? Est-ce qu'on peut être juste sans être courageux? Est-ce qu'on peut être courageux sans être bienveillant? Il me semble que ni Aristote ni Platon ne répondent très clairement sur ce problème de l'unité des vertus, alors que Cicéron, sans vraiment préciser l'idée d'unité des vertus, parle d'un ensemble de choses, un ensemble les 4 vertus cardinales hein, que j'ai citées, sagesse, justice, courage et tempérance. Et le savoir à ce moment-là serait de dire, chaque fois que j'agis vertueusement, attention, même s'il s'agit d'une action qui a priori est basée sur le courage, est-ce que je vais avoir le courage de faire quelque chose? Attention, il faut aussi que j'intègre la dimension de justice, il faut que j'intègre la dimension de sagesse, il faut que j'intègre la dimension de tempérance. Donc, si on regarde ne serait-ce que ces 3 auteurs, on voit que de toute façon, on ne peut pas se passer d'une certaine forme de savoir pour entreprendre une action vertueuse, mais ces savoirs sont de nature différente. Alors là, on n'a parlé que de l'Antiquité, mais on pourrait dire juste un mot. Je pense que sur un sujet où on nous demanderait de nous baser essentiellement sur les auteurs de l'Antiquité, il faudrait voir si on nous dit essentiellement ou exclusivement. Bon, si on nous dit exclusivement, on ne va parler effectivement que de Platon, Aristote, et puis à travers Cicéron, des épicuriens et des stoïciens, mais grosso modo, on va s'en tenir là. Alors que si on nous demande de nous appuyer essentiellement sur les auteurs de l'Antiquité, je pense qu'il faut qu'on touche un mot, quand même, de l'autre rubrique de la vertu, qui est la vertu déontologique de Kant, où là, ce n'est pas une question de savoir, mais c'est une question d'éthique, de morale, et d'universalisation de la maxime qu'on va se donner. Je pense qu'il faut dire un mot aussi de la vertu selon Descartes, hein, qui va être tout essentiellement basée sur la raison, mais dont on va trouver des explications plus précises dans le traité des passions de l'âme, que je développerai pas parce que je ne le connais pas. Et puis, terminer en disant un mot également de l'école conséquentialiste, c'est-à-dire les utilitaristes, Mill, Bentham, etc., qui considèrent que la vertu, agir vertueusement, pour agir vertueusement, il faut savoir qu'est-ce qui va être profitable pour le plus grand nombre. Et à partir du moment où avant d'agir, je balance toujours entre est-ce que je vais faire ceci ou cela parce que j'ai envie de faire quelque chose de vertueux, afin de guider ma décision, afin d'avoir une aide à la décision, je vais me demander si, lorsque je vais choisir d'agir de telle façon ou de telle autre façon, je vais déclencher un bénéfice maximal pour le plus grand nombre. Voilà. Et là, on aura fait très rapidement le tour des types de savoirs qui sont nécessaires
pour agir vertueusement. Et en conclusion, au final, on voit que l'hypothèse qu'on avait effleurée depuis le début, en disant peut-être que pour agir vertueusement, il y a besoin absolument d'aucun savoir, d'aucune connaissance, d'aucune pratique, d'aucune expérience, hein, c'est-à-dire que d'emblée, on va agir vertueusement, eh bien, que cette idée qui, en théorie, peut être posée, cette idée ne résiste pas à l'analyse, ne résiste pas à l'énumération de tout ce qui a été étudié en matière de vertu, et qu'il faut effectivement mobiliser, développer un savoir. Alors reste l'hypothèse quand même qu'on veut faire, enfin l'interprétation qu'on peut faire qui concerne Platon, c'est-à-dire que lorsque Platon dit pour agir vertueusement, c'est-à-dire pour faire le bien, il faut que je connaisse le bien. Or, on sait que la connaissance au plus haut niveau ontologique, au plus haut niveau épistémologique de la ligne platonicienne, elle est très très difficile à obtenir, si on n'est pas un dieu. Et que, alors, il y a le travail, hein, il y a le travail de sortir de la caverne, qui permet aux philosophes, à l'apprenti philosophe, de gravir petit à petit les échelons vers la lumière, et effectivement d'atteindre la vérité. La vérité, donc, pour ce qui concerne la vertu, d'atteindre le bien et de voir clairement ce qu'est le bien. Bon, c'est un chemin qui est proposé par Platon, hein, mais qui n'est pas garanti de succès. Platon, il a un dérivé, il a quand même un plan B qui est la réminiscence. La réminiscence, c'est qu'on agit comme ça instinctivement bien, parce que on a une réminiscence qui vient, bon, de la connaissance vraie du bien, qui nous a été mis dans l'âme, parce que l'âme est immortelle, elle vient de la déesse, elle vient d'un autre, bon, bref. Donc on a un sujet, un petit peu comme le jeune esclave du Ménon, on a un sujet qui trouve quelque chose tout d'un coup, et là en l'occurrence ce serait trouve la direction et la voie et la façon de faire une action vertueuse, comme ça ça lui tombe du ciel. Platon dit que c'est une réminiscence, que c'est pas une connaissance vraie, une connaissance qui reste encore dans la zone du sensible, et qu'il appelle une opinion droite, une opinion vraie, une opinion correcte. Mais ça n'est pas encore la vraie connaissance. Donc ça veut dire qu'il agit vertueusement, il fait le bien, mais c'est pas le bien absolu, parce que c'est un bien qui est d'une qualité ontologique pas parfaite, mais qui ressemble presque au bien parfait. Voilà. Bon, donc c'est comme ça que voilà, je vois les choses. Pour répondre à cette question, que faut-il savoir pour agir vertueusement? Étant donné qu'on nous a demandé de nous appuyer essentiellement sur les anciens, nous allons nous permettre, à la fin de notre exposé, de survoler rapidement d'autres constructions, d'autres architectures de l'acte vertueux qui ne nous semblent pas forcément construits sur le savoir. Alors après, pour Kant, se pose la question, toujours la définition de qu'est-ce qu'on entend par savoir. Qu'est-ce qu'on entend par savoir? Parce que tu as parlé de finalité. Alors voilà donc la grande distinction qu'il y a entre l'acte vertueux
pour Kant et tous les déontologistes et également les conscientistes. Bon. Et puis les anciens. C'est que soit il y a une finalité, soit il n'y en a pas. Alors là, je pense qu'on est, du coup, on devient un petit peu hors sujet, parce que le sujet n'est pas est-ce qu'il y a une finalité à l'acte vertueux, il est est-ce qu'il faut mobiliser du savoir pour agir vertueusement. Mais simplement, on peut en toucher un mot, puisqu'on est en train de faire un distinguo entre ce qui est mobilisé chez Kant pour agir vertueusement et ce qui est mobilisé chez les anciens pour agir vertueusement. Simplement, effectivement, bon, parler un petit peu de la finalité. Il y a une distinction, il y a une différence essentielle, très importante, entre l'acte vertueux chez Kant et l'acte vertueux chez les anciens. C'est que là, l'acte vertueux chez Kant, il n'a aucune finalité, aucune. Il n'a aucune finalité, c'est un acte désintéressé, c'est pour la loi morale qui est en moi, et avec le ciel étoilé du cosmos au-dessus. Alors que chez les anciens, et c'est vrai aussi d'ailleurs après chez les conscientistes, hein, donc ça ne reste pas confiné aux anciens. Chez les anciens, il y a un objectif, c'est atteindre le bonheur. Hein, voilà, bon, je fais le bien, c'est d'abord je suis vertueux, donc je fais le bien, et parce que je fais le bien, j'atteins le bonheur. Bon, Kant, ça l'intéresse absolument pas. Kant, pour lui, le bonheur, c'est pas un objectif, ça peut être, il le dit d'ailleurs, ça peut être un bonus en plus. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait un acte vertueux totalement désintéressé, ça te procure du bonheur, tant mieux pour toi. Mais il ne faut surtout pas que ton acte vertueux, tu l'aies fait en pensant que ça allait te donner du bonheur. Parce que là, déjà, tu n'es plus désintéressé. Bon, donc, il y a une différence vraiment de nature profonde, une différence caractérielle profonde entre l'agissement vertueux qu'ancien et l'agissement vertueux des anciens. Mais ça n'est pas la question, ça n'est pas la question vraiment, mais étant donné que ces deux agissements vertueux sont de nature différente, ça paraît extrêmement cohérent, extrêmement logique, extrêmement intuitif de penser qu'ils mobilisent des choses différentes. Et donc, comme on l'a dit là déjà depuis plus d'une heure, les anciens immobilisent du savoir, une certaine forme de savoir qui est différent chez Platon, qui est différent chez Aristote, alors que Kant ne mobilise rien du tout, sauf si on se met à ergoter, hein, et à dire oui, mais cette transcendance a priori, hein, c'est-à-dire que je vais rechercher la loi morale dans ma raison pure, c'est une forme de savoir. Bon, voilà, alors on pourrait peut-être ergoter, mais là on est sur une autre définition du savoir, voilà. Mais il est probable que, je ne sais pas, un thésard, un doctorant quelconque pourrait soutenir la thèse que la démarche kantienne, c'est aussi l'acquisition d'une certaine forme de savoir. Voilà. Bon, moi, je ne pense pas. Je pense que c'est quelque chose de totalement différent, comme on l'a dit, hein, que c'est donc un raisonnement, simplement un raisonnement universalisant de son action comme étant celle qui, effectuée par tout le monde, donnerait du bien, ou a fortiori, si on faisait le contraire, ça serait mauvais pour tout le monde, et que ça s'appelle pas se baser sur le savoir. Oui. Sous cet angle-là, la question que tu énonce, Sadio, concernant l'acte involontaire. On en a parlé, j'en ai parlé, mais dans l'optique disons, de la ressource savoir en tant que ressource nécessaire pour agir vertueusement. Et on a dit que si on avait
l'hypothèse, si on voulait soutenir l'hypothèse selon laquelle on répondrait à cette question, que faut-il savoir pour agir vertueusement, c'est pas la peine de rien savoir. Hein, si on veut faire une tension, on peut dire pour agir vertueusement, dans certains cas, on n'a rien besoin de savoir. Là, on peut parler de l'acte involontaire dont parle. Alors, c'est pas tout à fait dans ce sens-là que parle Aristote, mais l'acte involontaire, disons l'action vertueuse involontaire. C'est-à-dire que j'agis, il se trouve que j'agis vertueusement, mais j'ai pas fait exprès. Je sais pas pourquoi, j'agis comme ça, il se trouve que c'est vertueux. Bon, là, on peut dire que j'ai agi involontairement, oui, mais c'est pas la question. La question, c'est que j'ai agi sans rien savoir. J'ai agi comme ça, par instinct. Par instinct, ou même en me trompant. Peu importe. Donc, j'ai eu besoin d'avoir ni une connaissance intelligible, ni une connaissance de la raison pure, ni une connaissance de la raison pratique. Et j'ai agi vertueusement. C'est le hasard. Bon. Donc là, on n'a rien besoin de savoir. Donc, il y a des actes vertueux, objectifs, qui sont faits sans mobilisation d'aucun savoir. Alors, Aristote s'en sort en disant, oui, attendez, ça, moi, je dis, c'est pas un acte vertueux. Pas un acte vertueux, parce que l'acte vertueux, si tu le fais une fois, ça ne vaut pas. Deux fois, même on ne met pas vertueux. On commence à le mettre vertueux quand tu le fais 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu t'habitues. Alors là, ça fait un acte vertueux. Bon, quand il va pas être d'accord, il va dire, tu as fait ça, c'est vertueux, point final. Parce que ce que tu as fait, si tout le monde l'avait fait, hein, ben ça aurait été, disons, le bien universel, la vertu universelle. Donc on voit bien que cette caractéristique de j'ai besoin d'un certain savoir pour que mon action soit vertueuse n'est pas une équation qui marche à tous les coups. Bon. Alors, elle marche dans la plupart des cas. Alors, tu as posé la question du stoïcien, qu'est-ce que c'est? Alors, on a bien vu, alors, pour Platon, hein, Platon, Aristote, Platon, c'est une connaissance a priori. Aristote, c'est une connaissance pratique. C'est, pour être vertueux, j'ai besoin de le faire plusieurs fois d'abord. J'ai besoin de bien comprendre ce que je fais, de le pratiquer. C'est de la formation action, du savoir-faire. Et pour les stoïciens, alors stoïciens, bon, enfin disons pour Cicéron, parce que Cicéron il parle des stoïciens, il parle des épicuriens aussi, hein. Bon, les stoïciens, ils font un peu, ils prennent un petit peu tout, hein, et ils font sans trop le dire cette histoire d'unité des vertus. C'est-à-dire qu'une vertu, c'est pas une vertu. Tu peux pas être vertueux si tu n'as pas toutes les vertus en même temps. Hein. Et notamment, il y a les 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage, la tempérance. Et donc la sagesse, là c'est de la connaissance, hein, la sagesse. La sagesse, il faut savoir discerner le bien du mal. Ben, alors, bon, il faut savoir discerner. Alors, peut-être que tes critères de discernement ne vont pas être bons, mais enfin, il y a un savoir, je sais discerner le bien du mal, donc je peux être sage. La justice, c'est pareil, il faut que je sache donner à chacun ce qui lui est dû, il faut que je sache respecter les lois, il faut que je sache que la netteté, le respect des engagements, le respect des contrats, la contractualité. Voilà, bon. Donc, ça, c'est la connaissance, sagesse, connaissance, justice, connaissance. Le courage, bon, le courage, là, non, hein, c'est pas la connaissance, hein, c'est. Voilà, alors, on retombe dans le truc aristotélicien, je suis courageux si je suis entre la témérité et la lâcheté, et puis voilà, la tempérance, c'est un peu pareil que la médiété, enfin voilà. Bon, donc il y a chez les Cicéron, chez les stoïciens, il y a du savoir, voilà, il y a du savoir. Hein, bon. Donc finalement, il y a du savoir partout, sauf chez Kant.